l'homme mesure de toute chose. Et ça, c'est une révolution copernicienne. Il y aura aussi Copernic, mais parce qu'on n'avait jamais été aussi loin. C'est-à-dire l'homme, dans sa relation à son propre destin, et vous voyez le tableau, l'école d'Athènes, retour à la philosophie, l'homme face à lui-même, l'homme, son devenir, d'où il vient, où il est, où il va, ce qu'il veut, comment il l'entend. Sa relation à Dieu, s'il croit, le pape Dieu, sa place dans l'univers, c'est là où on va découvrir les systèmes, la Terre tourne autour du Soleil, les trucs, la place, on va faire des grandes découvertes, on va emmener ces gens qui connaissaient bien la Méditerranée, vont aller se risquer beaucoup plus loin, et on va découvrir la Terre, accepter qu'elle est ronde, etc. Et puis on a l'homme, la science, elle est maîtrisée par l'homme, on peut lui accumuler les connaissances, auquel cas on va augmenter ses compétences, donc création des écoles, du livre, de l'éducation, poussée très loin. L'homme acteur économique, alors très important rôle donné à la création de richesses. Vous avez des connaissances, vous devez en faire profiter votre cité et votre communauté. Et on vous reconnaîtra pour ça. Et donc, acteur économique, création d'entreprises extrêmement puissantes, de création de richesses, amélioration de l'homme, puisqu'on l'idéalise, son corps, le rendre plus beau, le soigner, on va mieux le comprendre, comment il fonctionne, l'embellir, et puis essayer de faire une ville à la dimension de l'homme, une cité idéale où il puisse s'épanouir. Donc l'homme, c'est la référence. Et on va avoir donc 4 axes à l'innovation, qui vont être en fait améliorer la condition humaine, premier point, améliorer la communication entre les gens, on passe de l'individu lui-même à la société, entre les groupes d'individus, sinon ils ont tendance à se taper dessus. Améliorer la vie dans la cité, qui est le lieu creuset de la relation, donc naissance de la cité moderne et de la vision moderne de la ville, qui doit être tout au cœur de tout un tas d'équilibres difficiles à faire, entre le monde des affaires, les gens, la religion, l'occupation du territoire. Donc la vision moderne de la ville, elle naît dans ces villes italiennes qui restent superbes, lieu de rencontre, tout doit être dans ce sens. Et donc, l'homme mesure de toute chose, point fondamental. Alors, humanisme, je vous dis d'où ça vient. Humanité, c'était lecture d'auteurs anciens, étude de nombreux sujets comme la grammaire, la rhétorique, l'histoire, la philosophie, en fait, toutes les sciences dites humaines, une partie des sciences dites sociales aujourd'hui. Ces études, on les appelait studia humanitatis, c'était appelé les humanités. Si vous aviez appris ça, vous étiez humaniste. Initialement, c'est le terme. Vous aviez fait vos humanités, donc vous étiez humaniste. Comme vous avez fait un doctorat, vous êtes docteur. Et les hommes qui suivaient ces études étaient appelés les humanistes. Et puis le mot a évolué dans sa définition. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. On dit je suis humaniste, bon, c'est assez générique, c'est plus relié directement à un mouvement politique. Je mets l'homme au centre, c'est plutôt droit de l'homme qui l'emporte. Mais après, à la Renaissance, ça a évolué. Désigner une conception de la vie qui, tout en admettant l'existence de Dieu, vous voyez au début, très vite, ils ont compris, on n'affronte pas l'Église de front, parce que sinon, c'est foutu. Adopter bon nombre d'attitudes intellectuelles du monde de l'Antiquité, païen, vérification, chiffrage, mesure, analyse contradictoire, respect du texte original, etc. Aussi, l'humaniste s'intéressait à l'esthétique, voyait l'utilité de connaître l'histoire, convaincu que le principal devoir d'un homme consistait à jouir effectivement de la vie et à servir activement sa communauté. Voilà. L'humaniste, on est au service aussi d'autres. Alors, elle demande la doctrine humaniste, qui est une véritable doctrine, à partir de 1400-1450, on dirait. Et les historiens vont dire, il y avait combien d'humanistes qui correspondent à ça, qui auraient fait ces études? Quelques milliers sur l'Europe, vraisemblablement. Si j'ai beaucoup, peut-être quelques centaines à Florence, mais c'est des chiffres difficiles. Mais pour donner, c'est pas... Tout le monde n'avait pas le même niveau d'éducation, même si l'éducation était plus développée qu'ailleurs. Elle demande à ses adeptes d'accumuler les connaissances et de les transmettre. Les humanistes deviennent de fait des professeurs bénévoles. Et un peu le mouvement qu'on a en Inde actuellement. On a 1,5 million de professeurs bénévoles, des gens qui disent qu'il faut absolument aider l'éducation de tout le pays. Et donc, on doit transmettre. Les plus aisés dépensent des fortunes, ils font copier des œuvres. Alors, il faut savoir que la diffusion des connaissances précède l'invention de l'imprimerie. Pendant longtemps, elle sera balbutiante, l'imprimerie. Les premières Bibles de Gutenberg, elles coûtent beaucoup plus cher qu'une Bible écrite à la main, parce qu'il y a eu beaucoup de coûts techniques. Et donc, on fait beaucoup de copies. Le duc d'Orbino a 40 scribes pendant 14 ans, qui a la plus grande bibliothèque depuis... Alors, oui, donc on va avoir cette soif de culture et de connaissances exceptionnelle qui va marquer cette période en disant qu'on peut tout régler en accumulant les connaissances. Pas forcément les nouvelles, c'est pas tellement un processus de recherche, c'est un processus de redécouverte des textes anciens, de les rassembler, de les réorganiser, de faire des
des sortes d'encyclopédies. Le mot n'existe pas à l'époque, mais on commence à avoir des livres dans l'inspiration qui vient et de l'Empire byzantin et d'Asie centrale, d'avoir des codex, des recueils de connaissances. Alors Nicolas V, qui sera le premier grand pape humaniste, il va acheter des milliers d'ouvrages, qui va donner la bibliothèque du Vatican, qui va être aussi une des plus grandes bibliothèques, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà ce qu'il demande à son biographe. Il est pas scientifique. Et il dit, voilà ce qu'il faut mettre dans mon histoire, c'est que j'ai été généreux dans l'achat des livres, dans l'établissement constant de copies de manuscrits grecs et latins, et dans les récompenses accordées aux hommes de science. Vous voyez, il joue un rôle en fait de diffusion de la connaissance, alors qu'il est pape, que ça peut remettre en cause des connaissances qui sont celles de l'Église ou qui sont purement scolastiques. Donc les humanistes parcourent l'Europe des monastères pour acheter ou copier les textes anciens. On récupère parfois page par page des éléments, on va reconstituer comme ça Tacite, Cicéron, Lucrèce, etc., à partir de textes, parce qu'avec toutes les guerres qu'il y avait eu, chacun avait pillé un beau livre, il avait été emmené à Perpète et autres, et donc on va reconstituer. Donc cet aspect. Alors ici vous avez, c'est un intérêt double. Là vous avez l'esquisse et ensuite vous avez le tableau. Donc vous voyez le rôle du design désigno, c'est-à-dire qu'on conçoit, on fait beaucoup d'esquisses, on mesure, on regarde si les lumières correspondent bien à l'éclairage, si les volumes sont bons, etc. Et ensuite on fait le tableau. Et là vous voyez un pape qui est alors vous le voyez autour de son matériel, je vais vous dire un petit point sur les cabinets de curiosité, on accumule les livres, différents éléments scientifiques, naturels, des formats de coquillages, des instruments de musique, enfin tout le petit fourbi de la Renaissance, et vous voyez un pape qui fait œuvre plutôt de scientifique et d'accumulateur de connaissances plus que de pape. Ici, vous voyez l'Iliade, édition bilingue. En période, on va faire beaucoup d'éditions de plusieurs langues, puisqu'on est au carrefour du monde arabe, de l'Europe du Nord, etc., pour diffuser la connaissance. Voilà. Et aussi, on va éduquer, y compris les puissants. Là, ce tableau que vous connaissez bien, on l'avait vu quand on avait traité des philosophes, vous voyez les grands philosophes de l'Antiquité, en fait, c'est fait pour l'éducation du pape. C'est dans la chambre des signatures, en fait, c'est juste en face de la chambre du pape. Quand il sort, on peut lui expliquer ça, c'est tel philosophe, ça, vous avez Platon, vous avez Aristote, voilà, etc. Pour son éducation, il a la même chose avec les grands auteurs. Donc, éducation, connaissance. Alors, des grands bonhommes, Erasme. Alors, Erasme, on va jouer un rôle important. Erasme, lui, il va propager l'éducation dans toute l'Europe. Il y a un programme aujourd'hui qui s'appelle Erasmus. Ça veut dire Erasme en anglais, ou en latin. Prêtre catholique flamand, humaniste brillantissime. Je vous conseille sa biographie, d'ailleurs, faite par Stefan Zweig. Elle n'est pas très dure, mais vous verrez, c'est une personne qui a eu un impact phénoménal. Aucun prince ou grand de cette époque ne considérait... Enfin, chacun d'eux considérait que la parole d'Erasme avait de l'importance. On pense même qu'il aurait pu bloquer le phénomène des guerres de religion. On lui demandait de donner son avis, de savoir, mais il avait un petit défaut, c'est qu'il est un grand intellectuel, mais il avait du mal à donner un avis, à prendre une position. Donc cosmopolite, satirique, brillantissime, parlant pas mal de langues. Il fait un ouvrage sur l'éloge de la folie, vous voyez, ce qui est quelque chose qui est beaucoup plus difficile que quelque chose de plus cartésien. Impact considérable, respecté par tous les princes. Il enseigne à Oxford, à Cambridge, à Paris, dans les autres universités, en Italie, en Allemagne. Il refuse toute chaire, tout enseignement fixe. Il dit, moi, je viens donner mon truc, je ne veux pas dépendre de votre chapelle ou de votre université. Turbo-prof. Donc voilà, indépendance, alors qu'on lui offre des ponts d'or pour être officiellement à Oxford ou ailleurs. Lui, non, il est autonome. Le programme Erasmus est dans cet esprit, diffuser à travers l'Europe les connaissances en esprit libre, et là même faire voyager les élèves. Ce qu'on avait sous Rome, vous savez qu'à l'Empire romain, on baladait dans tout l'Empire romain pour ses formations. On a eu la même chose au Moyen-Âge, sauf que c'était maîtrisé par l'Église. Époque des grands pédagogues. Parce qu'on va voir, on va charger la barque, on va dire, oui, mais l'homme est un dieu, on part quand même de cela. Ça veut dire qu'il peut tout savoir, il peut tout apprendre. Mais alors, ça fait beaucoup de choses à apprendre. Ils vont charger la barque très fortement. Je vais vous montrer ce qu'on apprenait à la Renaissance quand on avait des responsabilités. Alors, Vittorio De Ferré, premières écoles publiques, c'est là que vous avez les écoles publiques. Les vraies écoles publiques démarrent à la Renaissance pour enseigner aux enfants. Les écoles anglaises, que vous voyez avec des petits Anglais en uniforme, c'est des écoles de la Renaissance anglaise, inspirées de la Renaissance italienne. Pourquoi l'uniforme? Pour pas qu'on voit les différences de classe sociale. Elles sont ouvertes aux enfants en fonction de leurs aptitudes et en aucun cas en fonction de leur origine. Et normalement, elles doivent être gratuites pour les plus pauvres. Alors, il y en a où vous dites, mais attendez, c'est une école élitiste et tout, mais on garde toujours 5-6 boursiers pour montrer qu'on est dans l'esprit de la Renaissance, encore aujourd'hui. Créer des écoles les plus cotées, ouvertes à tous, sous réserve d'être doués. Les examens sont assez difficiles,
On dit, ce petit gars-là, il a l'air doué, donc on va lui prendre en charge. Modèle reproduit dans toute l'Europe, pédagogie moderne, attractive. On dit, pour apprendre, il faut jouer un peu, il faut qu'il y ait du suspense, des histoires, des travaux en équipe, plus l'éducation physique, un esprit sain dans un corps sain, etc. Quel est l'objectif de l'éducation qu'on va mettre au-dessus de tout? Préparer les hommes à s'adapter intelligemment et avec grâce à n'importe quelle carrière. Vous voyez un petit peu. Hein. Alors, les péchés capitaux, pour les pédagogues humanistes, être inculte ou ennuyeux. Ça devrait rester aujourd'hui, parce que c'est important. En disant, s'ils ne comprennent pas, s'ils s'ennuient, c'est que vous n'êtes pas un bon professeur. Donc, on va réutiliser, par exemple, les travaux sur l'éducation de la Mésopotamie, la séparation entre cours magistraux et travaux dirigés, le fait de préparer des dossiers ensemble, du travail en équipe, etc. Alors Erasme, voilà, portrait d'Erasme, hein, père de l'humanisme européen. Hein. Alors l'enfant est valorisé à la Renaissance. Pourquoi? Parce que c'est un petit Dieu. Il a encore toutes les possibilités. L'homme en devenir au potentiel immense. Donc c'est la première fois qu'une société va vraiment s'intéresser aux enfants. Hein, l'enfant, bon, on se dit, bon, si on en perd un, c'est pas trop grave. Là, pourquoi? Alors voilà ce que nous dit Pic de la Mirandole, qui est un des grands philosophe de la Renaissance. Dieu a donné à chaque homme, à sa naissance, les germes de toutes les possibilités et de toutes les sortes de vie. Une sorte de cellule souche, vous voyez, qui peut tout faire et tout devenir. Il est à l'état naissant. Hein. Il est donné à l'enfant d'obtenir ce qu'il désire, de devenir ce qu'il veut. Voilà. Et donc, création d'école, pédagogie Et c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de gens aussi doués, c'est qu'on va les éduquer de façon extrêmement sophistiquée. Comment permettre au talent potentiel de chacun d'eux de se réaliser pleinement? Donc voilà les objectifs de l'éducation à la Renaissance. Alors qu'est-ce qu'on apprend à la Renaissance? Ce qu'un homme bien éduqué doit savoir. Alors, comprendre l'art, vous voyez, je mets, c'est à peu près dans l'ordre, hein, pas être un culte. L'art, on va voir ce que nous dit Léonard de Vinci de l'art. C'est la science la plus sophistiquée qu'il soit pour X raisons. Comprendre l'art, écrire des poèmes, jouer d'un instrument de musique, donc vous voyez, il y a cette dimension artistique très importante, lire et écrire en latin et grec, parler plusieurs langues européennes, parce qu'on rayonne partout, il faut pouvoir commercer, échanger, recevoir ceux des autres pays, se défendre, hein, on est dans un monde dur, donc on fait des arts militaires, se défendre, agir en politique, donc des fins politiques, avec la rhétorique, la façon de s'exprimer, présenter les choses, maîtriser les sports et l'équitation, avoir toujours de bonnes manières. Oui, ça fait quand même pas mal de choses. Hein. En plus, alors ça c'est une évidence, hein, une fois qu'on est prêt ça, il faut savoir créer de la richesse et en faire profiter sa cité. De toute façon, vous serez évalué, si l'on peut dire, ou reconnu en fonction de la richesse que vous aurez créée. Et si vous en avez fait profiter votre... Alors, dimension encore humaine, toute personne... en fait, est un homme, et donc a quelque chose de divin. Respect de la vie, hein, qu'il soit petit, quelle que soit sa nature. Deux grandes institutions de la Renaissance qui naissent à Florence, et qui existent toujours, hein, les Misericordia et les Monte di Pietà. Hein. On dit, on va avoir des gens qui ont des difficultés. Pour X raisons, je dis, il y a la peste hein, qui tape dans tous les sens possibles. Et puis on peut être pauvre à un moment donné, pour autant on en est toujours un homme, et on a été une créature de Dieu, dit-on. Donc, les Misericordia, c'est une structure, vous voyez à droite, là, un des palais des Misericordia, et là, vous voyez un des palais du Monte di Pietà. Alors, Misericordia, vous voyez ici, en fait, c'est une structure caritative. Hein. Elle naît à Florence, en fait, même un peu avant la Renaissance, puisque c'est un petit peu avant 1300 qu'on a la première Misericordia. Premières institutions charitables modernes. Hein. D'une organisation exceptionnelle, efficacité, un prestige considérable. Encore aujourd'hui, si vous critiquez les Misericordia à Florence, vous êtes mal vu, mais même dans le monde entier. C'est les plus anciennes organisations charitables du monde. Elles ont plus de 700 ans quand même. Et elles tournent très bien, elles font toujours bien leur boulot. Hein, elles ont cru pendant toute la Renaissance, au-delà. Hein, voilà. Trois grands principes. Toute personne peut donner ou recevoir, selon le moment de sa vie et selon son état. Selon qu'il est riche ou qu'il est pauvre, suivant qu'il se porte bien ou qu'il est malade, hein, suivant que les choses vont bien pour lui ou pas, hein, suivant qu'il a ses parents qui sont morts de la peste. Bon. Donc, c'est ouvert à tous parce que tout le monde est une créature de même niveau. Deux, toutes les prestations sont bénévoles et gratuites. Tout ce qui est fait, il y en a qui donnent et il y en a qui reçoivent. Et il y en a qui s'organisent. C'est un peu comme les Restos du Cœur.
si l'on présente, mais qui n'est que sur l'alimentation. Miséricordia a une vocation beaucoup plus large. Elle peut prendre en charge l'éducation d'un enfant, elle peut prendre en charge les personnes âgées, etc. Tous les dons sont anonymes. Or, c'est important parce que ce n'est pas l'esprit tout à fait de la Renaissance. La Renaissance, on va voir, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance du mécène, qui est très forte à la Renaissance. On fait des œuvres, on fait beaucoup de choses, mais aussi pour être reconnu. La Miséricordia va beaucoup plus loin. Alors, il y en a toujours des grandes qui sont de notoriété mondiale et très puissantes. Casa di Risparmio, Firenze, Banca Federo del Vecchio, 2 qui sont de Florence, mais maintenant, il y en a qui ont couvert un peu toute l'Italie. Plus de 7 siècles d'existence. Alors c'est être un grand donateur de la Miséricordia, c'est presque un réseau clandestin, puisque par nature c'est gratuit. Mais c'est considéré comme l'engagement suprême, si vous voulez. C'est un petit peu aujourd'hui comme les choses comme le Rotary Club ou les choses de cette nature, quoi, qui ont une vocation donc très forte. Alors c'est les plus beaux palais, c'est-à-dire qu'on met des moyens parce qu'il doit y avoir solidarité à l'intérieur des hommes. Monte di Pietà, alors ça a été traduit en français par Mont de Piété, c'est pas du tout un mont, c'est une erreur de traduction. C'est pas monte, c'est pas un mont, c'est le montant, c'est la valeur de l'aide. Et donc, ça veut dire si quelqu'un a des difficultés, on va pouvoir lui prêter de l'argent très longuement sur des biens pour qu'il puisse retrouver un équilibre. Vous avez aujourd'hui le Crédit municipal de Paris, qu'on appelle le Mont de Piété, par ailleurs, qui est de cette nature. Donc ça, c'est des institutions qui vont en fait viser à ce qu'on n'ait pas des laissés pour compte pendant cette période. Alors pourquoi est-ce qu'on a un tel intéressement aux autres, une apparente abnégation? Et ce n'est pas des villes très grandes. Le moindre conflit fait disparaître. Et on a la peste qui vous ratiboise les gens tout le temps. On manque de bonhommes. La valeur humaine a beaucoup d'importance. Plusieurs fois à la Renaissance, des villes diront « tous les pauvres de Gênes peuvent venir à Florence, ils seront pris en charge ». Je prends la ressource humaine. On les formera, etc. Les villes s'envoient mutuellement pour dire « moi je prends, parce que j'ai besoin de gens ». Il y a eu 30 000 morts. Bon, il y a des maisons, il y a des trucs, on les prendra en charge. Donc ce contexte-là a favorisé cet humanisme pour dire « oui, mais c'est de la façade ». Non, la valeur humaine, à ce moment-là, prend une dimension qui restera de façon forte après. Quand on en discute avec les Asiatiques, notamment avec nos amis chinois, eux, il n'y a pas cette corrélation, cette connexion dans leur histoire entre Dieu et l'homme, où dit Dieu a fait l'homme à son image, cette espèce de truc, ou le créateur, d'ailleurs l'italienne du monde, c'est Dieu, quoi. Vous devez y arriver. Lui, il a pris au pied de la lettre, quoi. La création, liaison à Dieu, point. Voilà, je crée. Mais là, ça touche tout le monde. Donc, il faut tenir compte de ça. La magnificence. C'est autre chose. La magnificence, en fait, pour les grands, les puissants. Et c'est pas une période où les gens, c'est pas les bisounours, la période de la Renaissance. Il y a des conflits, il y a des tensions entre les familles, entre les corporations, entre les villes. Mais je dirais, on les résout. Les princes, alors les grands, les patriciens, les grands banquiers, les grands marchands, ils ne sont reconnus, en fait, que par leur magnificence. Ça ne veut pas dire qu'ils sont magnifiques. C'est qu'ils vont mettre au service des autres, ils vont créer des églises, des écoles, des fontaines, des hospices. C'est ça, la magnificence. C'est pas le fait. On dit Laurent le Magnifique, il n'était pas magnifique, il était laid comme un pou. C'est pas ça, il avait une magnificence, c'est-à-dire qu'il aidait les œuvres, les choses, etc. Soutien aux arts, aux lettres, à la musique, à l'architecture, à la peinture, à la librairie, aux librairies, aux fêtes, aux œuvres, aux hospices, les dons, etc. Les Médicis, comme dit, on a quand même financé 42 églises de Florence, non d'une pipe, sans parler du reste. Donc, monnaie dite expiatoire au début, mais on a ce cycle-là. On doit voir les résultats de ce qui a été fait. Un peu comme on avait à Rome. Ça, c'est dans un esprit en disant, vous avez vu, la ville, elle est bien équipée, elle a des égouts, elle a des choses, etc. Et donc, on vous reconnaît par rapport à ce que vous apportez à votre cité, à votre communauté, en gros. C'est ça qui va faire la reconnaissance de fait. C'est pas un plus, c'est une nécessité. Servir activement sa communauté. Comme on dit, vous ne devez pas vous complaire dans les délices de la science. Vous devez vous mettre au service de votre société. Ça flatte aussi l'ego, puisqu'il y a le double jeu du sponsoring. Dans beaucoup de tableaux de la Renaissance, tout le monde reconnaît. Qui? Puisque le mec qui s'est fait représenter. Oui, la Sainte Vierge, tout le monde sait que c'est sa maîtresse, on l'a reconnue. Bon, je dirais, il y a un double langage. Puisqu'on se prend pour Dieu quand même sur les bords, par nature. On aura des extrêmes, et vous aurez le mouvement de Savonarole, le bûcher des vanités. Arrêtez de vous prendre aussi pour plus que vous n'êtes. En gros,
bûcher des vanités, puisqu'on a une montée vers le haut, si vous voulez. On peut tout faire, on peut arriver à tout. Vous verrez quelques textes. Vision de l'homme idéalisé. Hein. Par exemple, là, vous avez un portrait de Filippo Lippi. Il y a le palais Lippi, que vous pouvez voir à Florence. Portrait d'un jeune homme. Et beaucoup ont dit, oui, mais il n'est pas aussi beau que ça. Il a une verrue, là, machin, il n'est pas beau comme ça. Et voilà ce que dit Michel-Ange, qui l'a peint. Il dit, qui se préoccupera de savoir dans un millier d'années si ce furent leurs traits ou non? Palmel le représentait avec un bouton, j'aurais un bouton, puisque c'est un tableau, on le regardera encore dans 1000 ans. Donc on le fait beau, au moins, vous voyez, on se maquille, on se nettoie, on se fait beau. Donc on idéalise. C'est vrai qu'on idéalise. L'homme va être idéalisé. On va pousser le bouchon un peu trop loin, diront certains. On ne peut pas lui apprendre autant de choses. Ah, il y a quand même réticence. Les gosses, ils vous disent qu'il faut apprendre 7 langues, on commence à rechigner quand même. Hein, plus les mathématiques, plus le truc, plus tout ça. Hein, mais on a cette vision idéalisée. Alors voilà ce que nous dit Palmier, un humaniste. Il dit « Les hommes de cette époque ont conscience d'être les acteurs d'une révolution qui va bouleverser l'aventure humaine. » Alors voilà ce que dit « Remercie Dieu de t'avoir permis de naître dans cet âge nouveau, aussi plein d'espoir et de promesses, qui peut déjà se glorifier de posséder une liste d'âmes noblement douées, plus nombreuses que le monde en a connues au cours des 1000 années précédentes. » Oui, on ne se mouche pas du pied quand même. Hein, c'est prise de conscience de dire quand même, là, vous avez vu ce qu'on arrive à faire. Hein, bon, donc émulation générale, à un niveau très élevé, hein, en disant. Alors ici, c'est un tableau extrêmement intéressant pour différentes raisons. Ici, vous avez deux humanistes de la Renaissance. Ça s'appelle les ambassadeurs parce qu'ils sont ambassadeurs. On demande aux humanistes de prendre des responsabilités, de gérer la cité, de créer des banques, du commerce, de créer des hospices, d'avoir un rôle dans la vie. Ne vous complaisez pas dans les délices de la science, dans votre bibliothèque, tout seul, dans votre coin. Hein, la vie est haute, la mort rôde, il faut être... On a une relation directe entre ce qu'on apprend et l'action. Et puis, il faut savoir qu'on a des organisations qui vont jusqu'en Asie, qui vont très loin. La plupart des gens qui représentent une grande entreprise de la Renaissance, ils sont plénipotentiaires, ils vont prendre des décisions, ils n'ont pas de portable, il n'y a pas de fax, il n'y a pas de téléx. Ils doivent mailler avec le roi d'Angleterre, ils doivent mailler avec des villes du nord de l'Europe, avec des Allemands, avec tout ça. Donc, c'est des gens doués à qui on demande de prendre des responsabilités. Alors là, c'est à Westminster, vous avez un ambassadeur italien, je ne sais pas s'il est florentin, donc vous avez deux humanistes. Hein, ils ont fait leurs études d'humanité, ils partagent cette vision. Hein, et donc, vous avez Georges de Selve qui va rendre visite à Jean d'Ittenville, qui est ambassadeur de France à Londres. Ils sont au palais de Westminster. Alors, vous voyez le petit fourbi de Renaissance derrière eux, là. Vous voyez les instruments scientifiques, les instruments de musique, le livre qui vient juste d'être créé, hein, une map monde. C'est typique de ce que vous voyez dans un tableau de la Renaissance, hein, les attributs de la connaissance. Voilà, c'est la rencontre entre deux jeunes brillants diplomates humanistes. Et là, le peintre, lui, qu'est-ce qu'il traite là? Il dit, voyez, ils sont beaux, caractère éphémère de la beauté, hein, ils sont là, mais quand vous regarderez le portrait, ils seront morts, en gros. Il vous le fait savoir par l'anamorphose qui est en bas. Vous voyez, en biais, vous voyez une espèce de forme oblongue, hein, qui se trouve ici. En fait, c'est un crâne. L'anamorphose, si vous mettez sur un angle, en mettant le tableau en biais, vous va apparaître un crâne humain, une tête de mort. C'est ce qu'utilisent les peintres sur les trottoirs quand vous voyez qu'ils font un truc en relief. Si vous mettez à un certain endroit, vous voyez un relief vous apparaître d'un seul coup. Lui, c'est pour montrer qu'entre eux et nous, il y a en 3D, si vous voulez, il y a quelque chose qui est la mort. Parce que la mort de la vie humaine est courte, comme le disent d'autres, elle est trop courte par rapport à cela. Il faudra poursuivre l'œuvre. Donc il dit, voyez, caractère éphémère, l'art, l'harmonie, tout est bien, tout est beau, ils ont des riches étoffes, ils sont des grands scientifiques, ils diffusent la Renaissance. La mort arrivera, elle est déjà là, dans une autre dimension, en anamorphose, et en fait, il faudra continuer l'œuvre. C'est-à-dire qu'eux, ils montrent ce qu'ils ont fait à un moment donné. C'est une sorte d'SMS envoyé de la Renaissance. Il nous est destiné, parce qu'on dit c'est pour vous qui regarderez, dans les 1000 ans à venir, on n'est encore pas à 1000 ans, donc on est tout à fait dans la zone prévue par les humanistes de la Renaissance, ça ne fait que 6 siècles, hein, en disant, voilà, ils ont fait leur boulot, hein, on a avancé, maintenant vous continuez. Hein, ça fait partie du relais. Hein. Alors, outre les caractéristiques de notre truc, l'optimisme, l'harmonie, la joie de vivre. Voilà ce que dit Erasme, il dit « Quel siècle je vois s'ouvrir devant nous comme je voudrais rajeunir ». On trouve ça sur beaucoup d'humanistes de la Renaissance, en disant « Ah, incohérence entre la durée de la vie humaine et la durée de l'œuvre à accomplir. Hein, il faudrait rajeunir de temps à autre. » Voilà. L'harmonie, voilà, je vous montre des palais de la Renaissance, des jardins, etc. Enfin, hein,
et un équilibre artistique, technique, fonctionnel. Et on en parlait récemment parce qu'on prépare des choses à Florence. Vous avez des toitures qui n'ont pas été changées depuis 6 siècles, non d'une pipe. C'était bien foutu. Hein. Vous avez des palais en très bon état, tellement la qualité était là. Alors il y en a qui ont été changés, rassurez-vous. Mais enfin, je veux dire, on a une qualité d'exécution, un équilibre, une harmonie entre le jardin, la dimension de l'individu, le contexte, etc., qui sont des chefs-d'œuvre. La villa florentine, au niveau de l'équilibre de la vie et autres, voyez. Hein, je passe sur l'architecture, aussi des lieux de repos, de passage et autres, qui sont caractéristiques de cet état d'esprit.